Who's the best player you ever saw? For me, Pelé is the best player in the world. For me, it's gonna be Pelé. À notre époque, Pelé, faut pas l'oublier. Pelé from Brazil. Pelé found me way back as a kid, and there was always this great debate about Pelé and Maradona. Right. But I was brought up in the So Pelé. Pelé for you, yeah. Pelé for me. Ouais, bon, je crois que là, j'ai compris le message. Depuis la création de la chaîne et de son premier épisode en décembre 2017, un nom ressort inlassablement sous chacune des vidéos. Le Brésilien Pelé, le roi. Alors forcément, au moment de réaliser ce 50e épisode et de choisir parmi les joueurs restants, la liste étant plutôt limitée pour un épisode de cette importance, la décision a été plutôt rapide. Après 49 épisodes pour 21 pays représentés, il était temps de s'asseoir et de se consacrer à la première grande star du football, celle qui avant tout le monde a réinventé le sport en instaurant ses règles, celle qui avant tous les autres a redéfini le spectacle pour introniser son football, un petit Joga Bonito à la sauce des années 50-60. Merci à tous pour vos soutiens depuis maintenant 4 ans, merci vraiment pour les commentaires super sympas, merci pour les plus de 20 millions de vues et les 30 000 commentaires, merci pour tout et bienvenue pour le 50e épisode de Conte de foot, sur Oreille de Football, le roi, Pelé. Pour cette occasion un peu spéciale, je suis trop content de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Displate. Displate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de posters en métal de très bonne qualité qui s'accroche au mur via des aimants et des feuilles de protection. C'est déjà super simple à mettre en place, mais en plus grâce à l'aimant, les posters sont totalement interchangeables. Displate m'en a très gentiment envoyé quelques-uns pour que je vous les présente. On a par exemple le stade d'Highbury, l'ancien stade d'Arsenal avec du rouge qui est très sympa. On a aussi le Parc des Princes avec des couleurs plus bleu clair qui est juste trop bien, je le trouve incroyable celui-là. Et on a aussi des choses complètement différentes avec par exemple cette affiche du Grand Prix de Monaco de 1935 dont les couleurs, je sais pas si on va bien les voir, mais un petit peu vert ou du bleu turquoise est juste trop beau. Il y a plusieurs styles, plusieurs thèmes, il y a plus de 40 000 artistes et plus d'1 million de références qui se déclinent en plusieurs tailles selon vos envies. Dans leur catalogue par exemple, vous pouvez trouver aussi bien du football, il y a le Barça, le PSG, l'Inter, Benfica, ou des thèmes totalement différents, il y a absolument tout ce que vous voulez. Franchement je vous le dis, je suis hyper content de pouvoir bosser avec eux, de une parce que le catalogue y tue, et en plus je connaissais déjà Displate avant, donc vraiment n'hésitez pas si c'est pour vous, pour un cadeau, pour une occasion un peu spéciale. En plus en ce moment c'est les soldes. Si vous passez par le lien qui est juste ici en description, vous avez moins 25% pour 1 ou 2 posters achetés et jusqu'à moins 29% de réduction pour 3 posters ou plus. Vous allez forcément trouver un ou plusieurs posters qui vous plaît étant donné le catalogue qu'ils ont. C'est trop cool, je suis trop content de pouvoir faire ce partenariat. Voilà, merci à tous et on se retrouve dès maintenant pour le 50e épisode. En 1975, le Brésilien Pelé débarque aux États-Unis et rejoint alors le Cosmos de New York pour disputer la North American Soccer League. Au pays des dunks et des quarterbacks, le football dit soccer est un sport très minoritaire et Pelé est le premier à faire le pas et à découvrir ce championnat en manque de visibilité. Bon, accessoirement à l'époque, Pelé a quelques problèmes d'argent. Le football c'était pas mal, mais les affaires, ça marchait pas super à l'époque. À New York, il signe un contrat en or à coût de millions de dollars avec pour objectif clair de mettre en lumière le club de Cosmos et le faire remonter au classement, lui qui patauge dans les fins fonds de cette ligue semi-professionnelle, comme vous pouvez le voir avec ce magnifique champ de patates. Un événement mondial à l'époque, le Brésilien fait éclater tous les scores d'audience, les stades se remplissent aux quatre coins des États-Unis, le gratin américain veut sa photo avec le Brésilien, Pelé se montre partout, dribble, passe et marque évidemment. La ligue partit de rien, le Brésilien leur donne tout. Le soccer se développe, porté par le footballeur le plus célèbre de l'époque, encore une nouvelle preuve que Pelé aimait bien tout faire avant le reste du monde. Pelé, c'est d'abord un mythe, une icône, une légende, peu importe le mot. Pelé, c'est le premier grand nom de la galaxie football. Dans sa constellation, la première étoile était brésilienne, une étoile brillante, adulée, dansante, parfois filante, mais qui a rêvé sur la durée. S'il semblait avoir des ailes sur le terrain, tellement son football paraissait facile et nonchalant, Pelé était surtout un ange gardien au Brésil, une lueur d'espoir dans un pays confronté à la modernité et à tout l'inverse. L'hymne à la joie d'un gamin des favelas qui voyait en le football le meilleur moyen de s'exprimer et de réchauffer le cœur des Brésiliens. Car Pelé était bien croyant, mais les autres croyaient surtout en lui. Pour un sport qui voulait rassembler et rapprocher les centaines de millions de fans à travers le monde, qui de mieux qu'un Brésilien virevoltant au sourire contagieux, mais au talent bel et bien unique. L'admirable Pelé que vous voyez ici, la balle au pied. Des accélérations vitesse-lumière, 2-3 pas maximum pour accélérer et ridiculiser son adversaire. Des appuis hallucinants pour entamer son slalom ou enclencher sa détente magique malgré son petit gabarit. La samba du bassin jusqu'aux pieds, le spectacle de Santos à Rio.
On n'avait jamais vu ça sur un terrain de football. Une tornade qui faisait vriller son défenseur, ou ses défenseurs, et allume des 2 pieds pour tromper le gardien. Dans sa poche gauche, Pelé rangeait tous ses atouts techniques. Le dribble évidemment, plein de créativité et très en avance sur son temps. La passe, la défense, le tir, les 2 pieds qui fonctionnent ensemble et sans réelle différence entre les deux. Dans la droite, il accumulait les capacités physiques. Endurant, rapide, dur au mal, doté d'un timing et d'un jeu de tête parmi les plus impressionnants. Quand certains défenseurs lui rendaient 1 voire 2 têtes, le roi leur montait dessus pour les écrabouiller et convertir l'occasion de but. Un one-man show pendant quasiment 20 ans, la gloire précoce et chaleureuse du premier numéro 10, avant tous les autres. Dans le quartier des meilleurs joueurs de l'histoire, Pelé était le premier propriétaire, aux côtés de ses voisins Di Stefano, Raymond Kopa, Ferenc Puskás ou encore Stanley Matthews. Car il faut bien l'avouer avant de raconter son histoire, Pelé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire, il est simplement le premier meilleur joueur de l'histoire, le meilleur joueur de son époque, le meilleur joueur d'un football différent, en avance sur son temps, sur son sport, sur tous les autres footballeurs de l'époque. Dans les années 1950, le football brésilien tente de se reconstruire après le drame de la Coupe du Monde. Organisée au Brésil, elle voit la Seleção perdre contre l'Uruguay lors du match final alors qu'elle menait au score à la mi-temps. Un choc, un drame, une tragédie sportive et humaine puisque la rencontre entraîne une vague de suicides partout dans le pays, une personne se donnant même la mort en sautant du Maracana. My father was crying. There I say, what happened, Papa? He said, Brazil lost the World Cup. Then I said, no, don't worry, I'm gonna win one World Cup for you. Don't cry. Le cœur des Brésiliens est lourd et le pays cherche désespérément son sauveur, après une nouvelle élimination cette fois-ci en quart de finale contre la Hongrie en 54, lors de la fameuse bataille de Berne. Et ça tombe plutôt bien car en 58, pour la 6e édition de la Coupe du Monde organisée en Suède, la Seleção sort tranquillement des poules après avoir battu l'Autriche et l'Union soviétique. À l'époque, la star de l'équipe s'appelle Garrincha, un dribbleur fou, un joyau brésilien qui met le feu aux défenses adverses. Mais c'est un tout autre nom qui va prendre la lumière et devenir rapidement l'attraction de cette compétition. Le jeune Edson Arantes do Nascimento, que l'on appelle Pelé et qui se remet d'une blessure, joue ses premières minutes contre l'Union soviétique et devient directement titulaire, alors à peine âgé de 17 ans. En quart contre le Pays de Galles, il inscrit le seul but du match après un magnifique enchaînement dans la surface. 24 juin, demi-finale à Stockholm, Brésil contre France, 2 favoris. En demi, contre la France de Raymond Kopa et de Juste Fontaine, rebelote. Les Bleus prennent un raz-de-marée brésilien, une tornade surnommée Pelé qui envoie un triplé en un peu plus de 20 minutes pour définitivement éteindre les espoirs des joueurs tricolores. Score final 5-2, le Brésil est impitoyable et la coupe leur semble promise, avant d'affronter la Suède en finale qui joue devant son public dans la banlieue de Stockholm. Ce match du 29 juin 1958 va voir la Suède marquer d'entrée de jeu avant de subir la loi terrible et féroce de la Seleção, qui repasse devant au score et fait le break sur un véritable bijou de son jeune attaquant. Contrôle, sombrero, volé, petit filet, un deuxième but de la tête en tout temps de match pour terminer deuxième meilleur buteur de la compétition. La couronne a trouvé son nouveau roi. Les larmes du jeune Pelé viennent détremper un terrain, déjà bien humide à cause de la pluie. Bellini soulève le trophée, le Brésil est sacré champion 8 ans après le drame du Maracana, et remporte alors sa première Coupe du Monde. La première d'une liste qui va très vite se rallonger. I come to my house. This was in the street. I say, Father, you know, my friends, they say I was selected for the national team. I say, Father, but Sweden, I don't speak Sweden. He said, shut up, you don't need to speak Sweden. Pelé devient instantanément l'attraction majeure du football mondial et sud-américain. À l'époque, les organisations sportives ne sont pas celles d'aujourd'hui et commencent seulement à se mettre en place. En gros, il n'y a pas officiellement de championnat brésilien et de Copa Libertadores. Du coup, le Brésilien doit se contenter du championnat de l'état de Sao Paulo, qu'il dispute avec son club de Santos, contre les Corinthians ou le club de la ville de Sao Paulo. The president of Santos, they want to take you to make a test in Santos. You prefer Corinthians or prefer Santos? I'm gonna make a test in Santos because Santos has a lot of young players, Déjà, l'adolescent fascine les foules et sa médiatisation précoce après la Coupe du Monde fait de lui le sujet de discussion numéro 1 autour de Vila Belmiro, le stade de Santos. Dans l'équipe où figure notamment Zito, son coéquipier en sélection, Pelé remporte ses premiers Paulista et son premier tournoi Rio-Sao Paulo en 59, considéré comme la principale compétition du pays. Meilleur buteur à chaque fois, la maturité du joueur choque tous ses adversaires et tous les observateurs. L'âge n'est vraiment pas un problème. Moi, tu me parles pas d'âge. Les années passent, le numéro 10 continue d'émerveiller le monde entier, aussi bien au Brésil qu'en Europe,
Son club qui n'hésite pas à jouer des matchs dans le vieux continent pour exhiber ce que le gouvernement considère comme un trésor national. Des matchs à enjeu, des matchs amicaux, des matchs à Berlin, des matchs à Rio, des matchs tout le temps, Pelé passe sa vie à jouer au football et à fructifier son incroyable talent. Ajoutez à cela une deuxième place à la Copa América 59, avec un Pelé qui termine tranquillement meilleur buteur de la compétition, et vous comprenez un peu le chantier mis en place par le numéro 10 à l'époque. Dès le début des années 60, deux nouvelles compétitions sont lancées. La Taça Brasil, plus ou moins l'équivalent du championnat brésilien, et surtout la Copa Libertadores qui doit voir s'affronter les vainqueurs de tous les championnats sud-américains. Bon, pour faire court, Santos remporte 5 fois d'affilée le championnat brésilien de 61 à 65, Pelé finissant 3 fois meilleur buteur. Mais surtout, le club va acquérir ses premières lettres de noblesse au-delà des frontières du Brésil. Durant l'été 62, Santos, champion brésilien en titre, accède à la finale de la Copa Libertadores que le club doit disputer contre les Uruguayens de Peñarol. Absent lors des 2 premiers matchs pour une raison que l'on découvrira plus tard, Pelé voit son équipe faire égalité sur l'ensemble des 2 matchs, 4 buts partout. Du coup, lors du match final en terrain neutre à Buenos Aires, Pelé rétabli envoie un doublé pour clôturer la rencontre et assurer le premier titre continental de son équipe. Ça, c'était l'entrée, voire même l'apéritif. Au menu ensuite, le Benfica Lisbonne d'Eusebio, dans le cadre de la Coupe intercontinentale 62. En gros, c'était la compétition entre le vainqueur de la Libertadores et le vainqueur de la Coupe des clubs champions européens. Là encore, Pelé en fait une affaire personnelle. Un doublé à l'aller au Maracanã, un triplé au retour à Lisbonne. En plein Estádio de la Luz, Pelé a éteint la lumière. Poxa, nós não tínhamos nem jogado a segunda ainda. E já estavam com faixas e flâmulas dizendo Benfica campeão do mundo. Isso mexeu com nossos grilos e fizemos uma das maiores partidas do Santos Futebol Clube e a melhor partida da minha carreira. Meilleur club du monde après sa victoire au Portugal, Santos va remettre le couvert dès l'année suivante. Tenant du titre, l'équipe se défait tranquillement de Botafogo en demi-finale. Bon, je dis l'équipe, mais c'est le numéro 10 qui a fait le gros du travail, en inscrivant 4 buts en 2 matchs, dont un triplé au retour au Maracanã. En finale, les Argentins de Boca Juniors donnent du fil à retordre aux Brésiliens, qui arrachent quand même la victoire grâce à Coutinho et Pelé, qui inscrivent les 2 derniers buts lors du retour à la Bombonera. Une deuxième victoire de suite dans la plus grande compétition sud-américaine, une domination complète sur le football mondial au début de ces années 60. Santos est décidément trop fort et va enfoncer le clou contre l'AC Milan, quelques semaines plus tard. À San Siro d'abord, défait 4 buts à 2 malgré un doublé de Pelé, puis au Maracanã ensuite pour un match retour et un match d'appui après une égalité parfaite, Santos remporte la compétition et soulève alors son 6e trophée majeur en 3 ans. Malgré sa blessure, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Le patron du football mondial est brésilien, il joue à Santos et porte le numéro 10. Of course, it's nice when you know the people recognize what you're doing. The people like you, that's very nice. It's a very big responsibility. Because a lot of kids, a lot of those, they follow you, you need to be an example for them. When you are recognized like that, you cannot make some mistakes. Ah oui, aussi au milieu de tout ça, la Seleção s'est envolée au Chili pour la Coupe du Monde 62. Si son statut a quelque peu changé depuis l'édition précédente, l'objectif reste le même dans la compétition. Le Brésil est favori et doit confirmer les prouesses d'il y a 4 ans, avec une équipe dont le socle n'a pas vraiment changé. Garrincha, Zito, Zagallo, Didi, Vava et les 2 Santos derrière sont toujours là, prêts à remettre leur titre en jeu. Premier match est déjà un premier bijou. Pelé se défait de toute la défense du Mexique pour assurer la victoire de son équipe. Mais lors du deuxième match contre la Tchécoslovaquie, alors qu'il est à 2 doigts de marquer, Pelé se blesse à la 25e minute, une déchirure musculaire à la jambe gauche qui l'empêche de continuer. Bon, à l'époque, il n'y a pas de changement, donc Pelé est obligé de jouer tout le match sur une jambe avant de dire au revoir à ses coéquipiers pour le reste de la compétition. Au sommet de son art, l'attaquant laisse les crampons au vestiaire et laisse sa place sur le terrain à Amarildo, 21 ans lui aussi. C'est donc depuis le banc qu'il assiste à la démonstration du Brésil et de son autre magicien aux jambes tordues, l'insaisissable Garrincha. Facile vainqueur de l'Angleterre en quart, du Chili en demi et de la Tchécoslovaquie en finale 3 buts à 1, la Seleção remporte sa 2e Coupe du Monde de suite, trop forte pour le reste du monde en l'absence de son meilleur atout. Garrincha, meilleur joueur et co-meilleur buteur de la compétition, marque les esprits et ramène à Pelé sa 2e couronne de champion du monde. Ça, c'était pour la sélection nationale et ce n'est pas encore fini. En 66, après la razzia de Santos dans le championnat brésilien, la Coupe du Monde en Angleterre se profile, enfin appelons ça plutôt le tournoi intercommunal de boucherie organisé. C'est une véritable boucherie à l'intérieur. En poule d'abord contre la Bulgarie, puis contre le Portugal,
Pelé est pris pour cible par les défenseurs qui l'agressent constamment sans jamais vouloir jouer le ballon. Des fautes flagrantes à une époque où le carton rouge n'existait pas. Du coup, malgré un but de Pelé qui n'a à l'époque que 25 ans, le Brésil, incapable de sortir du piège tendu par ses adversaires, est sorti dès les phases de poule et doit rendre sa couronne. Les Anglais et leur capitaine Bobby Moore remportent la compétition et le carton rouge fait alors son apparition dans les règles du football. Il n'y a pas eu que Pelé dans l'histoire à se faire charcuter comme ça, mais son aura était tellement fort et puissant dans le sport que les instances ont dû revoir les règles plus ou moins à cause de lui. Et ça, c'est juste la marque des très très grands sportifs. Bon bref, il se passe pas grand chose dans les années qui suivent, Santos remporte un autre championnat brésilien en 68 et Pelé continue d'allumer tout ce qui bouge, mais à part ça, c'est un peu plus calme. Nous arrivons donc à l'été 70 pour ce qui devrait être la dernière Coupe du Monde du Brésilien. Organisée au Mexique, cette 9e édition tient particulièrement à cœur à la Seleção et à son nouveau capitaine Carlos Alberto, coéquipier de Pelé à Santos après le cauchemar de 66. Avec le soutien en attaque de Jairzinho de Botafogo et de Rivelino des Corinthians, le numéro 10 est dans un fauteuil et déroule tranquillement son football. 3 matchs de poule, 3 buts pour Pelé et quasiment 4 si Gordon Banks n'était qu'un humain lui aussi. 3 victoires pour la Seleção, le rouleau compresseur est en marche. En quart de finale, le Pérou fait plus que résister et tient la dragée haute face à un Brésil mis en difficulté, mais qui finit par l'emporter 4-2. En demi contre l'Uruguay pour la revanche de la finale de 1950, les Brésiliens se font peur mais déroulent ensuite pour une victoire 3-1, un match au cours duquel Pelé est à 2 doigts d'inscrire un but venu d'ailleurs. Et enfin, ce 21 juin 1970, l'ultime récital d'une équipe encore trop forte pour le reste du monde, un numéro 10 évidemment remarquable qui a foutu des ressorts dans ses chaussures et offert du caviar à ses coéquipiers. Score final 4-1, la Squadra Azzurra peut tranquillement rentrer chez elle. Le Brésil remporte ce qui va rester comme l'un des plus beaux mondiaux de l'histoire. Pelé est porté en triomphe, Pelé a récupéré sa couronne, les Brésiliens savourent comme il se doit un 3e titre en 4 éditions, guidé par le plus grand joueur de l'époque, pionnier d'un Joga Bonito élevé au rang d'art, et d'une équipe restée définitivement dans toutes les mémoires. La suite ne sera que l'ébauche de la conclusion. À 30 ans, Pelé a fait plusieurs fois le tour du monde et a déjà fini le jeu. Des dernières tournées en Europe à l'image d'une rockstar, un passage aux États-Unis dans la peau du mercenaire, l'adieu définitif au football dans un costume de légende. Pelé courait derrière un ballon, mais surtout derrière son rêve, celui d'un gamin des favelas devenu en quelques mois seulement l'attraction numéro 1 du sport le plus populaire de la planète. Dans un pays en manque d'identité, Pelé leur a filé un ADN, celui du football du geste, du Joga Bonito personnifié. Un football ultra complet, aérien, puissant, technique, agile, doté d'une vision du jeu qu'on aurait presque tendance à oublier avec les centaines de buts qu'il a marqués. Pelé a fait de sa vie une odyssée et celle des autres un rêve. Le rêve de pouvoir assister à un spectacle permanent, un petit bonhomme d'1m73 bien plus costaud qu'il en a l'air, avec des chevilles parfois un peu trop gonflées. In my life, in 19-20 years, I made just 4 or 5 gold bicycle kick. That was very important and beautiful. Pelé, I love Pelé. It's a big important for me. Un physique et une éthique de travail irréprochable qui l'aura sauvé de blessures plus nombreuses, le numéro 10 ayant joué parfois plus de 80, 90 voire 100 matchs par saison. À une époque où le carton rouge n'existait pas, le prodige était la cible évidente de ses adversaires et son corps, en plus de l'accumulation des rencontres, devait faire face à l'attraction permanente des crampons d'en face. On parle bien d'un joueur surmédiatisé, surutilisé, un attaquant hors norme qui a fait du Brésil son Eldorado et de l'Europe ses vacances préférées. Athlète du siècle selon le Comité international olympique, mais aussi ministre des sports dans son pays, ambassadeur à l'ONU, à l'UNICEF, à l'UNESCO, vitrine d'un sport en plein développement, Pelé a multiplié les casquettes sans jamais diviser son peuple. Par peur peut-être d'une prise de position politique clivante au beau milieu de la dictature militaire du maréchal Branco, qui a pris le pouvoir au Brésil en 1964. Pas toujours très facile, la vie de star. Toujours le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde, Pelé a écrit la légende de son pays et du sport en général. Un footballeur admiré dont l'héritage n'est autre que les 2 petits symboles qu'il avait dans le dos. Un numéro sacré pour un joueur indéchiffrable.